Madame, Monsieur, bonsoir. Face à l'actu de ce soir, en 2011, un essai collectif sur l'opération Épervier s'interrogeait avec gravité sur le devoir d'injustice au Cameroun. Une décennie plus tard, ce qui n'était encore qu'une douloureuse interrogation s'est cristallisé en une insoutenable certitude. Au Cameroun, le pouvoir d'injustice prospère par l'institutionnalisation des délits d'inéquité. Il s'agit là des prémices de la quatrième de couverture d'un ouvrage, un livre riche. Un livre qui revient sur un thème d'actualité, mais qui, comme vous le savez au Cameroun, est présent depuis plusieurs décennies déjà. Je vous en donne quelques grandes lignes en termes d'interrogation. Qu'a-t-on et qu'a-t-on finalement tenu à condamner? Un homme, sa vision ou la visibilité. L'ouvrage que vous allez découvrir ce soir à travers la note de lecture en présence de l'auteur est intitulé « Gouvernance judiciaire au Cameroun. Pouvoir d'injustice et délit d'inéquité ». C'est peut-être une première, du moins beaucoup découvriront ce genre. Il s'agit d'un essai d'idéographie d'un justiciable. Le monsieur à la une est le colonel Édouard Étondé Ekoto, et l'auteur du livre n'est l'une autre qu'une plume, un écrivain, un anthropologue, un enseignant d'université et non moins homme politique. Le professeur Charlie Gabriel Mock a vraiment accepté de venir s'ouvrir ce soir et partager avec nos téléspectateurs la première de cet ouvrage. Bonsoir professeur. Bonsoir. Je vous dis infiniment merci d'avoir choisi STV pour partager vraiment cet ouvrage, mais bien au-delà, certainement en épousant avec l'actualité, en tirer les leçons. Ben, je vous remercie parce que il est vrai que depuis 2 ans et demi, je me suis quelque peu éloigné des médias et des plateaux pour des raisons scientifiques, pour des raisons personnelles. Mais la sortie de cet ouvrage était un événement majeur parce que la problématique nous installe au cœur de la nation camerounaise. Alors, peut-être avant de rentrer dans les méandres, quelques questions. Pourquoi avoir choisi l'acteur, j'ai failli dire, principal de cet ouvrage? Pourquoi Édouard Étondé Ekoto? En 2 mots peut-être, le colonel Édouard Étondé Ekoto, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un colonel retraité qui a très vite pris, à 41 ans seulement, sa retraite de l'armée camerounaise. À la fin des années 78, il s'est reconverti dans l'agriculture, désormais homme d'affaires, et puis il est revenu aux affaires bien plus longtemps après, en tant que délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Il a été député de la Nation et président du conseil d'administration du port autonome de Douala. C'est d'ailleurs dans cette dernière posture que l'ouvrage s'attarde davantage pour parler des méandres de son affaire, parce qu'il a été ce qu'on appelle un éperviable dans ce dossier-là. Je vous remercie pour cette question parce que le colonel Étondé n'a pas pris sa retraite à 41 ans. D'accord. Il a été poussé à la retraite à 41 ans. Il n'est pas revenu aux affaires, il a été rappelé aux affaires. Ce n'est pas de simples nuances parce que ces détails où se cache le diable expliquent un certain nombre de choses fondamentales dans le parcours, dans le vécu de l'homme et dans tout ce qu'il a pu subir dans le cadre de l'opération Épervier. D'accord. Pourquoi est-ce que nous nous sommes intéressés à M. Édouard Étondé Ekoto? Je dois dire qu'en tant qu'individu, nous ne sommes pas grand-chose. Chacun de nous a un nez au milieu du visage, 2 yeux, 2 oreilles, etc. Mais en tant qu'individu, nous ne sommes intéressants que si nous représentons un projet. Et il m'a semblé que M. Étondé Ekoto Édouard représentait un projet.
Donc, quelque chose qui va au-delà de sa personne. Ceci me semble essentiel. Parce qu'il y a plus de 10 ans, lorsqu'il a été privé de liberté, nous avons été sur les routes, Yaoundé-Douala, nous avons pu, il nous a fallu lui rendre visite là où il était, et les entretiens que nous avons eus, les discussions que nous avons eues, révélaient une innocence mutilée de sa famille. Et autour de lui, c'était rassembler des personnalités qui se retrouvaient entravées. Parce que c'est à Newbel que j'ai pu rencontrer des personnalités comme Fonjingam, Ancien directeur général du chantier naval. Voilà, que j'ai pu rencontrer le regretté Kingé, Poléric. Que j'ai rencontré un monsieur comme Ngini Efa, Ancien directeur général SCDP. Voilà, le regretté Lapiro de Mbanga. C'est dire qu'en fait, même là où il était privé de liberté, il représentait encore un espoir pour ceux qui étaient dans la même difficulté. Et un phénomène, un fait, pas un phénomène, mais un fait nous a frappés. Son épouse, Grace Etonde Ekoto, nous a approchés. C'était un honneur pour nous. C'était notre professeur à l'université, pour nous parler de son époux, de la situation que vivait son époux. Je voudrais dire que si votre épouse dit que vous êtes un assassin, il est difficile de trouver un avocat qui vous sorte de cette accusation. Par réflexe, une épouse peut défendre son conjoint. Mais ce n'était pas, en ce qui me concerne, ce que Mme Etonde me disait de son époux qui était important. Mais c'était la manière dont elle le disait. Ce qu'on appelle le body language. Quand quelqu'un vous parle, vous observez et ses gestes, et son regard, et ses mimiques. J'ai vu une dame froissée dans ce qu'une épouse peut avoir de dignité. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose à comprendre dans la situation d'Edouard Etonde Ekoto. Je n'ai pas la prétention d'avoir une intelligence au-dessus de la moyenne. Je me suis associé à beaucoup d'autres personnalités pour qu'on tente de comprendre ce qui se passait. Et c'est ce qui explique l'ouvrage que vous avez évoqué, l'opération Épervier, d'il y a une dizaine d'années. C'était une interrogation. Mais au-delà de cela, il se trouve que M. Etonde Ekoto a été affranchi. Les tribunaux l'ont déclaré non coupable et innocent des crimes qui l'avaient mutilé de sa famille. Et cette famille m'a fait l'honneur de me recevoir, de m'accueillir pour cet ouvrage. C'est 4 ans de travail. Nous avons terminé la rédaction de l'ouvrage en mars 2022. Après 4 ans de travail, sa famille s'est impliquée. Il fallait retrouver des documents. Imaginez des cartons de documents qu'il fallait étudier, analyser, confronter, discuter, interpeller et plusieurs entretiens avec la famille. Dès le départ, mon réflexe de chercheur m'a poussé à leur dire « Je vais vous écouter parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais je me méfie de vous. Ce que vous allez me dire, je vais écouter attentivement, je vais noter, mais c'est par des analyses que nous arriverons à dégager quelque chose qui ressemble à ce que nous voudrions comprendre. » Il s'est donc posé un problème de méthode, parce qu'il fallait être sévère et avec ceux qui nous donnaient certaines informations et avec nous-mêmes. Voyez-vous, et ce travail a abouti à ce que vous avez rappelé, à cette idéographie. Pourquoi idéographie? Les gens sont habitués aux biographies. Absolument. Monsieur tel, madame tel,
né telle date, aimait le piment, le njansan, etc., etc., avait naturellement une mère, un père, des enfants, s'est marié. La biographie est un exercice presque biologique qui colle à la personne. Nous avons voulu nous décoller de la personne, nous en détacher autant que possible. Et la difficulté que nous nous sommes créés était d'entrer dans les structures mentales de M. Etonde Ekoto pour essayer de comprendre, non pas ce qu'il a fait, parce que c'était visible ce qu'il a fait, comme délégué de gouvernement, comme député, comme ancien haut responsable de l'ONPD, participation au développement, le service civique de participation au développement, comme PCA, chacun pouvait le voir. Mais nous tentions de comprendre ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait, comme il l'a fait. La reconversion dont vous parlez, vous étiez un officier supérieur, il avait tout pour être un général, donc avoir des étoiles sur ses épaules, mais nous sommes dans un pays qui éteint ses étoiles. Il n'a pas pu accéder au rang de général. Et voici que déjà le Cameroun, on avait 2 étoiles, voyez-vous, on en a éteint une. C'est un dossier qu'on n'a pas fini d'examiner, parce que la question va se poser. Mais voici une personnalité, colonel à 41 ans, empêché d'être général. Il se dit, ok, comme aurait dit l'écrivain Mongo Petit, je vous laisse la route, et il entre dans les plantations. Et là encore, il excelle, il passe de l'agriculture à l'agro-industrie. Alors, cela signifie que, loin de se laisser démonter par les déboires, par les vicissitudes, par les brimades même, il s'est sublimé pour recréer, et en lui, et autour de lui, un espoir pour autre chose que lui. Ceci nous semble être instructif et édifiant pour ceux qui peuvent approcher des personnalités comme lui, parce que cette génération-là a des hommes d'idéal. Et il est l'un de ces hommes-là. Il y en a d'autres qui mériteraient qu'on les approche pour qu'on mesure comment ils percevaient leur service dans la nation camerounaise, comment ils percevaient l'avenir du Cameroun et ce qu'ils comprenaient par le patriotisme. L'espoir que cette personnalité diffuse autour d'elle est l'un des ressorts qui nous ont incités à chercher à mieux comprendre les mécanismes mentaux, les pulsions psychologiques qui l'ont incité à ne pas se laisser détruire par les travers de la vie. Je voudrais préciser que le livre est publié aux éditions Kikat éditions. Du Canada. Vous le dites, c'est un livre récent. Le livre en lui-même, avec les annexes, compte 266 pages. Je voudrais vous suggérer, avant qu'on en découvre le contenu, tout au moins sur ces grandes lignes, professeur, de prendre le premier reportage de ce soir. Les nouveaux hommes à la tête du tribunal militaire de Douala ont pris fonction. S'agissant du commissaire du gouvernement, nous avons demandé à ce chef du parquet de non seulement d'appliquer les principes qui gouvernent le fonctionnement des parquets, mais également de soigner les relations avec les autres administrations qui ont quelque chose à faire avec la justice militaire. Et nous avons également demandé d'assurer une cohésion interne, le tout pour avoir une certaine efficacité dans le rendu. S'agissant du président, nous avons fait essentiellement des recommandations. C'est un magistrat du siège, on ne donne pas les instructions au magistrat du siège, nous avons fait des recommandations et nous avons demandé à ce magistrat pétri d'expérience d'utiliser son expérience qu'il a connue, qu'il a eue dans d'autres juridictions, puisqu'il vient du tribunal militaire de Maroua, pour pouvoir faire le travail ici à Douala. Le commissaire, ou mieux, la nouvelle commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Douala, a exercé la même fonction à Ibolova dans la région du Sud. Je me sens honorée, très honorée par la grande marque de confiance de ma hiérarchie. Et comme l'a relevé monsieur le directeur de la justice militaire tout à l'heure,
les défis sont énormes. Et nous allons simplement continuer le travail qui a été entamé par notre prédécesseur et essayer d'améliorer les relations que nous avons avec nos officiers de police judiciaire ainsi que toutes les administrations qui ont un lien proche ou éloigné avec la justice militaire. Et c'est un jeu de chaises entre le tribunal militaire de Douala et d'Ebolova. Pendant que le commissaire du gouvernement d'Ebolova arrive à Douala, celui de la capitale économique s'en va dans la capitale du Sud. Après avoir passé 2 années à la tête du parquet du tribunal militaire de Douala, c'est une expérience très enrichie que j'ai eue durant mon séjour. Vous savez, la région du littoral est tellement complexe en termes de matière, en termes de population, ce qui rend des exigences un peu plus élevées. Donc, en partant d'ici pour la région du Sud, à Ebolova, toujours comme commissaire du gouvernement, je remercie le chef de l'État pour cette confiance renouvelée. Et de l'autre côté, nous allons également continuer comme nous l'avons fait ici, c'est-à-dire appliquer la loi en tant que parquetier, respecter les instructions de la hiérarchie et améliorer autant que possible la collaboration avec les autres administrations. Sentiment du travail bien accompli pour le président du tribunal militaire de Douala. Je suis appelé à aller remplir les fonctions d'inspecteur des armées auprès de l'inspection générale des armées au ministère. Je pense que le Seigneur me donnera les moyens et les forces nécessaires de pouvoir également mener en mission cette nouvelle mission. Merci, je pense, pour le personnel qui a été de tout cœur avec nous, parce que c'est un travail de longue haleine qui ne saurait se faire seul, sans l'appui des collaborateurs et de tout le personnel. Donc, ils ont été compréhensifs pendant mon séjour. Ils m'ont aidé à passer un séjour agréable et je leur souhaite également de continuer à apporter la même contribution, le même apport à ceux qui vont désormais continuer à exercer à la tête de cette juridiction. Les 6 et 10 mars dernier, les tribunaux militaires du Cameroun ont connu des mutations à la suite de décrets présidentiels. Charlie Gabriel Bock, parlons donc de la gouvernance judiciaire au Cameroun, pouvoir d'injustice et délit d'iniquité. Prof, vous avez choisi de commencer par un avant-propos qui d'entrée cadre le plan de la réflexion que vous avez mené à travers ce livre. Ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, la biométrie et l'idéométrie. Pourquoi avoir fait ce choix et que devrons-nous retenir de cette première partie? Oui, ce choix est un choix, on pourrait dire, éditorial. Les genres littéraires sont connus, les biographies sont connues. Il y a des ouvrages qui sont des célébrations de personnages et de personnalités. Ce livre n'est pas une célébration. Nous ne célébrons pas Edouard Etonde Ekoto. Ce livre n'est pas une biographie. Nous ne racontons pas son vécu de tous les jours, familial, etc. Donc nous sortons de la biologie, en quelque sorte, à l'idéométrie. Cela signifie que nous avons essayé de comprendre les idées qui portent M. Etonde Ekoto, les idées que porte M. Etonde Ekoto et qui sont les moteurs et de sa vie et de son action. Parce que c'est à partir des idées d'une personnalité qu'on peut arriver à comprendre quel est son idéal ou quels sont ses idéaux et de là voir quelle est sa vision. Donc c'est cet effort que nous avons tenté de faire. Dans l'approche technique des critiques littéraires, on vous parlera d'explications de textes, de commentaires de textes, de sémiotique, etc. Nous avons poussé la difficulté plus loin. Nous nous sommes permis de faire ce qui est connu sous le nom de sémanalyse. C'est-à-dire qu'au-delà des signes évidents, nous essayons d'entrer dans la psychologie, dans une sorte de psychanalyse qui ne dit pas son nom,
pour voir ce qu'il y a non seulement derrière la tête, mais dans le subconscient. Parce que ce que nous avons essayé d'extraire de cette personnalité, il n'est pas évident qu'il en soit lui-même conscient. Nous posons parfois des actes dont la dimension, la portée nous échappe. Et il est possible que l'un dans l'autre, nous nous découvrions par le regard des autres. Et nous avons essayé de rassembler une gerbe, la gerbe d'idées qui permettent de comprendre cette personnalité à travers son vécu, ses actions. Je voudrais d'emblée rappeler que Edouard Etonde Koto est condamné en décembre 2007, libéré en avril 2014, près de 7 ans. Et d'ailleurs, le livre qui compte 8 parties, il est séquencé en 8 parties, plus une conclusion, des épilogues et des annexes. Dans la toute première partie, vous plantez le décor avec l'opération Épervier, ce que vous qualifiez de, je cite, le point de crise. Le point de crise. Pourquoi l'ancrage à partir de ce moment? Vous rappeliez par exemple tout à l'heure que c'est un haut gradé de l'armée, après de brillantes études en Europe, il décide, il choisit en 61 de revenir dans son pays. Il a une fortune pas forcément gaie au sein de l'armée, mais vous choisissez dans votre idéographie de commencer par le point de crise qu'est cette opération Épervier. Oui, déjà, il faut savoir que tout un ouvrage collectif a été consacré à l'opération Épervier. Absolument. Autour du colonel Etonde Koto, parce que toutes les personnalités qui ont été victimes, ou si vous voulez, embarquées dans cette opération, on en a cité un certain nombre. Et s'agissant du colonel Etonde Koto, le point de crise s'est situé au niveau d'un certain nombre de dossiers quand il était au PAD, port autonome de Douala. L'AITI, qui est une société, est au centre de ce que je considère comme la perle de la crise qui a entraîné cette difficulté pour M. Etonde Koto. Parce qu'il s'est vu reprocher d'avoir détourné 500 millions. Or, il se trouve que les 500 millions avaient été payés par le directeur général du PAD aux créanciers. Et il se trouve que non seulement ces 500 millions avaient été payés en dehors de M. Etonde Koto, qui n'était pas encore au PAD. Les négociations avaient commencé avant qu'il n'entre au PAD comme président du conseil d'administration. Et le dossier est monté jusqu'à la présidence de la République, où des correspondances ont été émises pour que la créance globale de l'intéressé Amadou Tanko lui soit payée. Et je rappelle que les illustrations sont faites dans l'ouvrage. Le document, voilà, c'est un travail documenté. Absolument. Et il s'est trouvé que, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, de simples photocopies ont été retenues comme pièces à conviction, non certifiées. Et en réalité, on cherchait une tête. Il fallait absolument qu'une tête tombe. Et c'est la tête du colonel Etonde Koto qui s'est retrouvée sur le bio. Si on veut, on peut parler de scandale, mais c'est au-delà du scandale. Parce qu'en temps normal, cela ne se serait pas passé ainsi. Je ne veux pas revenir sur le procès. Le livre est assez documenté. Mais cet élément a été le déclencheur de la tragédie que cette personnalité a subie pendant cette dizaine d'années. D'accord. Et dans sa deuxième partie, vous parlez donc des idées, d'un idéal, un destin, séquencé également en quelques lignes, surprenant de nomination. Vous parliez d'ailleurs, et ça m'a marqué tout à l'heure, vous avez insisté dessus, en évitant de parler de jeu de mots. On l'a mise à la retraite,
On l'a rappelé aux affaires et vous semblez développer cette idée-là dans cette deuxième partie, une nomination plutôt surprenante, presse à gage et droit de réponse. Oui, parce que lorsque le colonel Etonde Ekoto est rappelé aux affaires par un décret, D'accord. tout le monde est étonné. Et voilà quelqu'un qui s'est retiré, comme s'il n'entendait pas se disputer des fonctions avec d'autres personnalités de son pays. Absolument. Mais il est rappelé. Non seulement il est rappelé, mais il y a eu des élections présidentielles à un moment donné. Les dates sont là. Le président de la République lui fait l'insigne honneur de le désigner dans le littoral comme le grand responsable de sa campagne, à tous les niveaux, département, régional, etc., au niveau départemental, au niveau régional, etc. Cela n'a pas fait que des amis, et c'est cela qui fait que des gens sont étonnés. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il revient? Pourquoi est-ce qu'on le rappelle? Pourquoi lui, en ce moment précis? Et beaucoup ont commencé à le prendre pour l'homme du président. Et ceci peut déclencher, et ceci a déclenché des attitudes diverses. Des attitudes diverses. Nous mesurons nos termes pour ne pas dire que ceci a provoqué une véritable levée de bouclier. Parce que, pourquoi lui et pas nous? Et pourquoi en autant de fois? Pourquoi tout le littoral devrait être conduit par le colonel Etonde Ekoto? Ceci a créé d'énormes difficultés. Je rappelle que vous êtes par ailleurs dans vos activités d'enseignant. Vous avez donné des cours à l'ESTIC, donc vous avez pratiqué et enseigné le journalisme. Et vous parlez de presse à gage et droit de réponse. Quel a été le rôle des médias dans cette affaire? Vous savez, déjà, il faut craindre que l'insécurité ne soit de plus en plus ce qui identifie les professionnels des médias. C'est un métier à risque. Et l'un des risques, c'est que les professionnels des médias soient victimes de manipulations, d'intimidations diverses et de violences diverses. Parce que le phénomène qui veut qu'on commandite des articles auprès de tel ou tel professionnel des médias est pour moi une violence contre la profession. Et il s'est donc trouvé dans ce milieu des personnes qui ont publié des articles, il y a des journalistes engagés, mais il y a des journalistes à gage, voyez-vous, qui ont des cibles, parce qu'on leur a montré des cibles, et assez souvent, ils ont des outils, et on leur fournit le matériel qu'il faut pour qu'ils puissent faire mouche. C'est de ça qu'il est question. Grâce à Dieu, ceux qui portent le métier, je les considère aujourd'hui comme une espèce menacée, en voie de disparition. Et mon souhait, c'est qu'ils tiennent bon, qu'ils tiennent la route. Parce que les flibustiers se sont engagés dans le métier. Et il y a là quelque chose à rattraper encore. Mais il est évident que la profession souffre de journalistes à gage. D'accord. Apparemment, vous êtes entré donc dans votre idéographie. Vous avez fait la psychanalyse de l'acteur principal de l'œuvre dans son rôle de délégué du gouvernement. Vous parlez d'humaniser l'urbanisation. Vous parlez de, en quelques lignes, la passion d'une ville et surtout ce projet Sawa Beach qui est certainement la fine fleur de ce qu'aurait voulu
implémenter Oui. le délégué du gouvernement Edouard Etonde Ekoto? Je souhaite que nos compatriotes se donnent le temps de lire ce travail, Absolument. non pas parce que c'est nous qui l'avons proposé à la lecture, mais parce qu'ils vont rencontrer une personnalité passionnée de ce qu'on lui confie. La passion est l'une des grandes motivations de certaines de nos actions. Et comme délégué de gouvernement, il est établi que M. Etonde Ekoto s'est passionné de sa ville d'Al-Douala. Les actions qu'il a engagées n'étaient pas seulement de quelqu'un qui veut rêver de quelque chose, mais c'était de quelqu'un qui veut vivre un rêve et qui veut le réaliser pour les résidents de Douala. Et il s'est référé à un grand urbaniste français, Haussmann. On s'est rendu compte qu'il a lu, qu'il a étudié. Parce qu'à l'époque où Napoléon III confie à Haussmann la restructuration de Paris, beaucoup de gens n'y croient pas, mais il a le soutien de Napoléon. Absolument. Et Edouard Etonde Ekoto, en charge de la ville, a le soutien du président de la République. Il fait de ce projet Sawabich dont vous avez parlé, le projet BIA. C'est documenté et le président de la République valide. Encore une fois, ceci crée non seulement des malentendus, mais des hostilités que personne ne s'explique. Pourquoi multiplier les entraves pour quelque chose que le président de la République entend assumer et pour quelque chose qui va faire de la ville de Douala un hub, comme on dit dans la langue, une plaque tournante pour l'Afrique centrale. C'était le rêve d'Edouard Etonde Ekoto. Il a vu grand. Et ce rêve-là a été patiemment, méthodiquement torpillé. Mais ces dernières années, il m'a semblé qu'on en reparle un peu. Ce serait une bonne chose qu'on reconnaisse ce qui est bien, pas pour un individu, mais pour la communauté tout entière, pour la nation tout entière. Parce que ce projet Sawabich avait l'ambition, tout à fait légitime, de faire de Douala, ma foi, le cœur des activités commerciales, touristiques, etc. de l'Afrique centrale. Ça n'empêche pas que vous parliez d'un naufrage en mangrove. Naufrage en mangrove, oui, parce que des torpilles se sont activées pour que le vaisseau n'accoste pas normalement. Et le projet s'est enlisé dans la mangrove du littoral. Et comme je dis, notre espoir, c'est que puisqu'on commence à en reparler, qu'on n'en reparle pas seulement, mais qu'on s'active à matérialiser ce rêve qui était un idéal au-delà de l'individu Etonde Ekoto. Prenons donc le deuxième reportage de l'émission de ce soir, qui est évidemment en lien avec l'actualité. Revenons derrière pour suivre cette note de lecture. À peine installé, Roger Athanas Meyon Abba, le directeur général des impôts, confirmé le 20 mars dernier à la faveur d'un décret présidentiel, a déjà une idée des réformes qu'il envisage d'implémenter au sein de l'institution. Je voudrais donc l'encourager à poursuivre et à densifier les réformes au sein de la Direction générale des impôts afin de remobiliser l'ensemble des collaborateurs autour des objectifs de mobilisation des recettes et de renforcement du partenariat avec le secteur privé. Pour ce faire, le natif de l'Est compte sur ses collaborateurs, son lourd CV et la vingtaine d'années d'expérience qu'il justifie dans l'administration fiscale. Car ses missions sont énormes, il prend la tête de la direction des impôts au moment où la gestion des finances publiques est mise à rude épreuve. Je l'exhorte également à redynamiser la fonction ressources humaines en impliquant de manière inclusive l'ensemble du capital humain disponible à la DGI pour l'atteinte des résultats attendus.
Digitalisation des services, accélération des recettes. Sur les 10 dernières années, la moyenne mensuelle de collecte est passée de 88 milliards en 2010 à 221 milliards en 2022. L'État du Cameroun en demande plus. Je compte sur votre expérience et sur vos qualités d'écoute et de rassemblement pour réussir cette lourde tâche qui vous est confiée. Un véritable challenge pour le nouveau patron des impôts qui remplace Modeste Mopafatouan en détachement auprès du Fonds monétaire international depuis le mois de janvier dernier. Retour sur ce plateau avec le professeur Charlie Gabriel Mbok. J'emprunte un peu à ces mots. Nous sommes en pleine psychanalyse, en pleine idéographie d'une problématique réelle à travers le vécu d'un homme, problématique, la gouvernance judiciaire au Cameroun, sous le prisme de l'affaire qui a mené Edouard Itondé Okoto derrière les barreaux, qui finalement, en avril 2014, s'est vu simplement déclaré innocent de toutes les charges qui, ma foi, étaient portées contre lui. Et dans cette idéographie, je le rappelle, un ouvrage donc sera certainement dans les librairies dans les prochains jours. En fin d'émission, le professeur Gabriel Mbok nous dira comment on pourra entrer en possession de cet ouvrage. Mais vous ne manquez pas de relever également l'entrepreneuriat agricole, cet autre visage. Je veux dire, tout au long de votre travail de recherche, de votre réflexion, y a-t-il un fil conducteur dans les différentes fonctions, je veux dire les différentes vies, colonel, agriculteur, homme d'affaires, président du conseil d'administration, organisateur de la ville en tant que délégué du gouvernement et puis homme politique aussi. Mais je vous remercie de poser cette question. Vous parlez de fil conducteur. Absolument. Parce que notre difficulté était justement de repérer la constante qui fait que, qu'il s'agisse de service civique, absolument, de participation au développement, qu'il s'agisse de son passage comme directeur de l'EMIA, qu'il s'agisse de l'agriculteur qu'il est devenu, qu'il s'agisse de l'agro-industriel qu'il est devenu, qu'il s'agisse du député qu'il est devenu, qu'il s'agisse du président du conseil d'administration, il nous a semblé qu'à tous les coups, Edouard Itondé Okoto bougeait les lignes, déplaçait les bornes. Non pas pour rétrograder, non pas pour régresser, mais pour avancer, progresser. Et cette dimension de créativité, d'inventivité, fait qu'à tous les coups, il était possible de constater qu'il a embarrassé ou ses compagnons de métier, ou ses collaborateurs. Parce que, imaginez que quelqu'un ait à tous les coups une petite longueur d'avance sur les autres. Ceci est à constater. Cet esprit de créativité, de mon point de vue, ne facilite pas toujours les choses, parce que avoir raison est une chose, mais avoir raison au bon moment est encore peut-être mieux. Parce que si vous avez raison au mauvais moment, ce moment vous donne tort. Et assez souvent, pour avoir été en avance sur un certain nombre de choses, il a eu tort. Mais ces différentes facettes de ces engagements révèlent que, à tous les coups, il a déplacé quelques bornes en termes d'amélioration. Mais pour vous, selon vous, où est-ce que le personnage principal de l'œuvre tire-t-il, je ne vais pas parler de génie, mais cet élément qui, justement, dans chacune de ses missions, le distingue, lui permet de, comme vous le dites, avoir une longueur d'avance sur ceux-là qui l'observent, l'accompagnent et qui, c'est peut-être, lui confient des missions.
Tout à l'heure, vous disiez que nous étions en psychanalyse. Non, je ne suis pas psychanalyste, voyez-vous, je n'en ai pas la prétention. Mais les techniques d'analyse scientifique au niveau de la littérature, etc., m'ont permis de comprendre un peu ce que j'ai appelé, ce que j'ai rappelé, parce que le terme sémanalyse, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Absolument. Mais il s'agit de partir des signes évidents et de remonter jusqu'à l'esprit, à sonder ce qui peut être considéré comme le subconscient d'une personnalité. Et là, nous-mêmes, nous émerveillons de voir qu'à tous les coups, il a un coup d'avance. Et en réalité, quand on pense de manière très prosaïque qu'il a des ennemis, il m'est arrivé de constater que le premier ennemi, le premier adversaire de M. Edouard Etonde Ekoto, c'était M. Edouard Etonde Ekoto. Un dédoublement de personnalité? Non, parce que il ne s'est pas confondu dans la troupe. D'accord. Et ceci fait problème. Je veux mieux vous comprendre. Il ne s'est pas confondu dans la troupe, vous voulez exprimer? Oui, je veux dire par là que le fait d'avoir toujours cette capacité de créer là où tout le monde semblait satisfait, de dire, mais écoutez, on peut aller un peu plus loin, peut créer des essoufflements autour de lui. Alors, quelqu'un qui est essoufflé et qui veut déjà prendre son café, vous vous dites, attendez, nous ne sommes qu'à 51, 52%, nous avons la possibilité d'arriver à 70%. Vous pouvez énerver, agacer, fatiguer. Et les bâtons... Et cela, la réaction, c'est qu'on vous met, comme on dit ordinairement, les bâtons dans le roues. Je crois que c'était cela, sa principale difficulté. John Kenneth Galbraith, un économiste américain, a publié un ouvrage, La République des satisfaits. Si vous êtes entouré de gens satisfaits, et que vous leur disiez qu'il n'y a pas lieu de tomber dans l'autosatisfaction, qu'on peut faire, qu'on doit faire un peu mieux, puisque nous avons les moyens de faire un peu mieux, vous vous créez des difficultés. Absolument. Eux, ils sont déjà satisfaits. Vous ne l'êtes pas, vous les agacez. Absolument. Donc, il ne m'est pas possible de dire c'est cette pichenette qui permettait à ce monsieur d'avoir toujours un coup d'avance. Mais il l'avait, et ceci embarrassait assez souvent ceux avec qui il devait travailler. Vous vous attardez également sur l'agriculteur et l'agro-industriel. Oui, parce que le travail qu'il a fait jusqu'à l'agrocom, vous voyez, il a produit des ananas, il a produit des fruits, il produit le poivre, etc. Je ne veux pas reprendre le livre, c'est documenté. Absolument. Comme je dis, ce n'est pas le factuel qui nous intéressait, mais l'esprit dans lequel il a fait. Pourquoi planter, produire des ananas comme il les a produits? C'est parce qu'il estimait qu'au-delà de la mise en terre d'une plante, il y a une culture, il y a un esprit. Et le livre montre, document à l'appui, qu'il considérait ces plantes, ces plants, comme ses enfants. Il les a humanisés. Il a donc humanisé l'agriculture et il portait cela en lui. Et il ne s'est pas arrêté là, parce que produire est une chose, mais écouler les produits, c'est encore mieux. Il a organisé l'écoulement des produits, pas pour lui tout seul, mais pour tous ceux qui étaient en capacité de produire. Voilà pourquoi il est frappant de voir qu'un individu ne s'arrête pas à sa personne, mais pousse à toujours mieux faire. D'où l'agrocom. À telle enseigne que dans ce livre, il y a un discours qu'il a fait en tant que président de l'agrocom. Je lui ai dit, mais messieurs, vous parlez ici comme un ministre de l'agriculture, alors que vous êtes dans le privé. C'est la meilleure manière de se créer des problèmes dans un espace. Vous n'allez pas rajouter d'autres bâtons dans ces roues non plus. Mais ma foi, il savait s'en créer, mais tout simplement parce qu'il poussait à l'excellence. C'est ce que je peux dire simplement. Alors, est-ce qu'il peut être comme
je ne vais pas dire le nœud, mais l'un des éléments clés, et c'est la partie 8, la dernière, vous revenez donc à la gouvernance judiciaire au Cameroun. Vous en tirez les procédures insolites et préjudices judiciaires, la déclaration testamentaire devant la cour d'appel, l'irrecevabilité à la commission d'indemnisation et enfin le mémoire de défense de l'État du Cameroun. Ah oui, c'est l'une des parties les plus intéressantes et peut-être les plus douloureuses de notre travail, de l'étude que nous avons tenté de mener. Parce que, encore une fois, nous voulons retenir que lorsqu'on parle de gouvernance judiciaire, nous sommes au cœur de la vie d'un pays, d'un peuple, d'une nation et d'un État. Parce que lorsque ça va mal partout, la justice est le dernier recours. Et ce n'est pas par hasard si la plus haute personnalité de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, à savoir le président de la République. Voyez-vous, au Cameroun, nous avons un ministère camerounais de la justice. Absolument. Les États-Unis ont un ministère américain de la justice. Le Burkina Faso, ministère burkinabé de la justice. Mais il n'y a pas de justice camerounaise, il n'y a pas de justice américaine, il n'y a pas de justice burkinabé. Parce que la justice est une valeur nationale, une valeur universelle. Pardon. La justice est une valeur universelle. Les lois sont nationales. Exact. Mais la bataille à gagner, en termes de gouvernance judiciaire, c'est de faire en sorte que nos lois nationales rendent justice, permettent aux magistrats de rendre justice, mais ne les obligent pas à rendre service. Il faut donc, à ce niveau-là, un travail de fond pour raccorder nos lois nationales au caractère universel de la justice. Et ceci s'oriente presque spontanément vers l'arbitre qu'est le président de la République, le garant de l'indépendance de la justice. Parce que les magistrats, dans tous les pays sérieux, sont la crème de la société. Absolument. C'est des personnalités à protéger et à sécuriser. Il ne serait pas raisonnable qu'un magistrat interrompe le processus ou d'une instruction ou d'une audience parce qu'on lui a téléphoné que le gaz à la maison est fini. Ça fait partie de la sécurisation de ces personnalités-là. Voyez-vous? Et parce que c'est les seuls à pouvoir, dans un pays, prendre des décisions sur la vie des autres en leur âme et conscience. Par intime conviction. Je crois que ceci mérite qu'on s'y arrête un peu, parce que si, dans un pays, des magistrats sont en souffrance, soit qu'ils soient victimes du chantage à la carrière, soit qu'ils soient victimes des violences d'argent, parce que ça aussi c'est une victimisation de quelqu'un qui ne répond qu'à sa conscience, qu'aux interpellations de sa conscience. Parce que c'est des personnalités assermentées. Voyez-vous? Ceci n'est pas banal à rappeler. Et c'est à ce niveau-là que je dis, la gouvernance judiciaire nous situe au cœur de la nation. Et la tragédie que la famille Etonde Ekoto a subie nous interpelle. Parce que j'ai cité Laurent Gbagbo. Absolument. Qu'est-ce qu'il dit, Laurent Gbagbo? Ils m'ont gardé là-bas pendant 8 ans. Puis ils ont dit que j'étais innocent. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Voilà ce que dit le président Laurent Gbagbo quand il sort de là où il était. 8 ans après. Edouard Etonde Ekoto est déclaré innocent. Il est acquitté après 8 ans.
voyez-vous, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et à ce niveau-là, la gouvernance judiciaire n'est pas seulement interpellée, elle est encouragée à gouverner juste. Et l'injustice qui est évoquée dans ce travail, c'est de constater que quelqu'un a été privé de liberté pendant 8 ans. Mais au moment où il est acquitté, il ne peut pas bénéficier d'une réparation quelconque. Alors, tout le monde connaît l'adage. En toute chose, il faut considérer la fin. L'arbitre final, le garant de la justice au Cameroun, n'est peut-être pas tout à fait informé de ce genre de situation. Tout dépend des canaux qui remontent un certain genre d'informations. Mais je voudrais dire ceci, j'ai été agent de l'État, j'ai travaillé sous des patrons. Il ne faut jamais faire mentir un patron ou l'amener à se contredire par des notes falsifiées qu'on lui présente, parce qu'une note falsifiée peut biaiser une décision. Quand on fait mentir un patron, il y a un problème sérieux. Et nous disons que la gouvernance judiciaire au Cameroun ne consiste pas, quand nous en parlons, à faire le procès de la justice. Non. Et Edouard Etondé Koto s'est montré, j'allais dire, résilient. Il est poussé par quelque chose qui lui interdit de manquer de respect à son pays. Parce qu'ailleurs, peut-être qu'il aurait déjà porté plainte pour ci et pour ça. Mais il croit à la justice de son pays. Et elle ne lui a pas donné tort. D'accord. Il reste donc cette question de la réparation d'un préjudice important. 8 ans de privation de liberté, je pense que ça compte dans la vie d'un homme. Alors, vous avez semblé répondre tout à l'heure, mais je voudrais insister. Dans la déclaration testamentaire devant la Cour d'appel, Edouard Etondé Koto dit, et je cite, « Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, jugez juste. » Ah. Oui. Jugez juste. Parce que le justiciable que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, devrait sortir d'un tribunal avec la conviction d'avoir été jugé avec justice. Parce que si vous avez commis le crime ou le délit pour lequel vous êtes poursuivi, vous pouvez raconter ce que vous voulez à vos avocats, mais vous savez bien ce que vous avez fait. Si vous êtes condamné, vous pouvez crier à l'injustice, mais vous savez que, à fond, la justice a jugé juste, puisque vous n'avez pas réussi à la tromper. Mais si vous n'avez pas commis le délit pour lequel vous êtes poursuivi et que vous soyez condamné, des arguments peuvent être nombreux. Des avocats, c'est des professionnels des lois et du droit. Ils peuvent tout faire pour vous blanchir. Mais si vous sentez qu'en réalité, vous n'avez rien fait, et qu'on vous accable et qu'on vous condamne, vous sortez de là avec le sentiment de n'avoir pas été jugé avec justice. Ça tient à peu de choses. Voilà pourquoi il est important de protéger nos magistrats, de les sécuriser à tout point de vue, pour que, voyez-vous, ils se rendent compte de cette situation qui veut qu'ils décident de la vie d'une personne et peut-être de la vie de toute une famille. Les lois sont une chose. Pour avoir été législateur, je sais comment on les fabrique. Il y a des mauvaises lois. Mais les lois ne sont pas le droit.
Il y a des professionnels du droit qui savent jouer et qui tombent même parfois dans le juridisme pour vous embrouiller. Mais il y a les lois, il y a le droit, mais il y a la justice. Or, la justice, c'est du concret, c'est direct. Ça vous touche dans votre chair. Et c'est là que l'importance des magistrats ne doit pas être contestée dans un pays. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut protéger les magistrats, les sécuriser, pour que si un magistrat assermenté se permet de commettre un impair et qu'il devienne parjure, que sa conscience le juge. Et assez souvent d'ailleurs, vous voyez, le Conseil supérieur de la magistrature frappe assez sévèrement. Absolument. Parce que ceux qui ont prêté serment ne bénéficient plus de circonstances atténuantes. Absolument. Tout est aggravant. Mais y a-t-il pas une dissonance entre cette idée que vous rejetez? Vous dites que vous ne faites pas le procès de la justice, mais en même temps, dans ce que vous décrivez, il y a comme un besoin d'un juste jugement. N'est-ce pas à dire que la justice n'est pas toujours dans la vérité? Mais vous le dites, n'est pas toujours. N'est pas toujours. Soit parce qu'elle a été trompée, exact, soit parce qu'elle s'est trompée elle-même. Et des éléments qui poussent la justice à se tromper elle-même, eh bien ces éléments sont multiples. Il y a des violences de toutes sortes. J'ai encore dans mes oreilles le discours de l'ancien président, le premier président de la Cour suprême, M. Dipanda Mwele. Alexis Dipanda Mwele. Il rappelait qu'on ne peut pas parler de démocratie si la justice est aux ordres. Absolument. Une personnalité de ce niveau, qui joue le rôle qu'il a eu à jouer, est tenu par un devoir de réserve. Il ne peut pas dire au-delà de ce qu'il a dit. Mais quand une telle personnalité dit ce que je viens de vous rappeler, cela signifie que du haut de sa conscience, du haut de son intime conviction, il est blessé. C'est douloureux. Et il le dit avec l'élégance qui lui convient à ce niveau, mais il le dit. Absolument. Voyez-vous? Donc, oui, la justice n'a pas toujours la vérité, n'est pas toujours dans la vérité. Mais notre effort, et c'est pour cela que ce livre, qui va au-delà de Tondé et Koto, est une sorte de défense et illustration de la justice au Cameroun. Parce que lorsque nous aurons tous compris que le dernier recours, c'est la justice, ce sera un déclencheur important pour nos ambitions de développement, de démocratie, etc. Je vous prie de prendre le dernier reportage de l'émission de ce soir. On revient également sur des faits d'actualité qui, comme vous le savez, c'est également un pan de Face à l'actu. Suivez plutôt. Il n'y a pas eu de vol de bébé à l'hôpital La Quintini de Douala. Propos de maître Kamwa Limen, avocat d'Aurélie Bell, dont l'affaire du fœtus non rendu dans cet hôpital. Suite aux événements survenus entre le 30 et le 31 mars dans cette formation hospitalière, le ministre de la Santé publique y a tenu ce 6 avril une réunion avec toutes les parties concernées. Après d'avoir vu, analysé tout ce qui ressort dans le carnet médical, il est évident que mon client n'avait pas arrivé à terme d'une grossesse. Donc ça se situait entre 5 mois, 4 mois. Au vu des documents qui ont été faits des autres, de l'hôpital de Nilon, et là où ils sont partis, j'ai eu aussi ce plaisir d'être instruit dans certains aspects médicaux. Et pour moi, ça ne vient pas du directeur de l'hôpital, mais des autres médecins que le ministre a bien voulu prendre, faire venir pour avoir la clarté de ces situations. Après d'avoir écouté toutes ces choses et même des déclarations de ma cliente, il nous semble clair qu'elle n'avait pas arrivé au terme de cette grossesse et qu'elle a eu cet avortement médical comme on a décrit. Et malgré le fait que nous n'avons pas vu, mais quelque chose qui est clair et qu'il n'y avait pas un enfant volé.
Si la première sortie du professeur Noël Emmanuel Essomba, directeur de cet hôpital, avait soulevé une vague d'interrogations dans l'opinion publique, Aurélie Bell, la mère, affirme avoir eu après la concertation de ce jour les réponses aux questions qu'elle se posait. Ayant fait mon deuil, parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question, je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Présent, le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, reconnaît cependant qu'il y a eu une communication pour le moins approximative de l'hôpital à Quintini sur ce cas. La première conclusion, c'est que nous devons savoir qu'il n'y a pas eu de vol de bébé, puisqu'il n'y avait pas de bébé. Donc, pour qu'il y ait vol, il faut quand même qu'il y ait un bébé. Il n'y a pas eu de vol de bébé. Madame Bell a conduit une grossesse qui, malheureusement, ça arrive aussi dans certains cas, malheureusement n'a pas pu passer le cap de 6 mois. Et donc, les techniques de l'hôpital, c'est-à-dire les spécialistes, les gynécologues, nous ont parlé d'un avortement tardif. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et ensemble avec la famille et son conseil qui est bien présent, à qui nous disons aussi merci d'être là, sous le regard bienveillant de monsieur le gouverneur de la région de Littoral, nous avons conclu à cela qu'il n'y a pas eu de vol de bébé et qu'il y a un problème quand même de communication au niveau de la Quintini. Et d'ailleurs, nous avons étendu cette recommandation à l'ensemble de nos formations sanitaires, que ce soit en interne, que ce soit en direction de l'extérieur, ils doivent mieux communiquer, mieux expliquer, n'est-ce pas, ce qui se passe avec une patiente. Si le conseil juridique d'Aurélie Bell a sollicité l'arrêt des enquêtes administratives et judiciaires, cette affaire aura au moins eu le mérite de faire changer les choses en ce qui concerne la présence d'un proche durant l'accouchement. L'autre conclusion que nous avons arrêtée, et celle-là fera l'objet d'une circulaire, c'est que désormais, quand nous recevrons une femme prête à accoucher dans ce service-là, on va lui poser la question si elle veut, oui ou non, être assistée par une personne de confiance. Et si oui, par qui? Et nous consignerons, n'est-ce pas, cet avis dans un registre pour que nous résolvions ensemble plusieurs problèmes. Premier problème que nous allons résoudre, c'est ce problème de maltraitance dont on accuse souvent nos aides-soignants. En présence d'une personne de confiance de la patiente, certainement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, ça va résoudre ce problème. Ça va résoudre le problème de suspicion qui existe toujours dans ce cadre-là. Nous avons eu des cas où on a même dit que non, il y avait 2 bébés au lieu d'un seul et tout. Au moins, quand il y a une personne qui est à côté et qui assiste à l'accouchement, la personne peut témoigner. Ainsi s'achève l'affaire Aurélie Bell et le présumé vol de son bébé. Alors, Charlie Gabriel Bock, il nous reste environ un quart d'heure pour terminer non seulement l'émission, mais de savourer également cet ouvrage à travers la note de lecture pour laquelle vous nous en faites des privilégiés sur STV et nos téléspectateurs. Vous dites, Edouard Tondekoto, la justice lui a rendu sa liberté, la justice a réparé son tort et lui a remis son honneur, et l'élément manquant, c'est la réparation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. D'accord. Parce qu'il apparaît que après tout ce processus, la logique veut qu'après ce genre de préjudice, il y ait réparation. Et il s'en est ouvert auprès des autorités compétentes. Et il y a à craindre que par juridisme, on ait voulu le frustrer encore à ce niveau-là. C'est-à-dire ? Et c'est là le délit d'inéquité. Parce que si la justice le déclare non coupable, innocent, et l'acquitte, et que la même justice l'ait puni à tort, tout à fait logiquement, la justice pourrait spontanément se dire « Oh, on vous a fait du tort, je pense que vous méritez réparation ».
On n'entre plus dans des circonvolutions des articles de ci et de ça. Absolument. Voyez-vous, c'est humain. Tout à l'heure, vous parliez d'humaniser l'urbanisation. Lui, il a tenté dans sa ville de Douala, mais nous plaidons pour l'humanisation de la justice. Parce que si la justice cesse d'être humaine, elle se déshumanise, elle pourrait se robotiser, et à ce moment-là, quand le robot se détraque, vous n'imaginez pas les dégâts dans une société. Alors venons-en à la conclusion, et j'y tiens parce que, à titre personnel, modestement, je la vois un peu comme une forme de curiosité. Oui. Vous avez vécu l'homme à travers vos recherches, côtoyé sa famille, parcouru des documents, et votre essai aurait pu, qui sait peut-être, nous donner une conclusion fermée, pour prendre un peu au terme professionnel, qui, après tout cela, dit « Ok, voici une position ». Mais curieusement, après plus de 266 pages, vous ouvrez d'autres questions. La première question, c'est de savoir si cet essai deviendra-t-il le premier tome, ou alors en réalité, au-delà du livre, au-delà de l'homme, les questions interpellent la nation, le vivre ensemble, notre quotidien, notre commun. Qu'est-ce qui peut justifier cette ouverture? Une conclusion en question. C'est très important ce que vous posez comme question, parce que j'ai appris de ce contact avec le colonel Edouard Etonde Ekoto, qui ne se prenait pas pour une destination. Dans le meilleur des cas, il est en train de dire « J'ai vécu ceci, j'ai tenté de faire cela, j'ai subi ceci, mais au-delà de moi, il est possible d'aller un peu plus loin pour le Cameroun. » Ceci est fondamental pour aujourd'hui et pour demain. Voilà pourquoi nous avons refusé une biographie. Une biographie commence par une personne et se termine par cette personne. Ici, dans le meilleur des cas, il serait heureux d'avoir inspiré d'autres voyages au bénéfice du Cameroun. Donc, se constituer en une sorte de panneau de signalisation. Si sa vie peut permettre à d'autres de faire mieux pour son pays, voilà son ambition en réalité. Je ne pouvais donc pas fermer le livre. C'est une conclusion qui est une ouverture. Voyez-vous? Parce que lui-même ne se prend pas pour, comme je dis, pour une destination. Il a été un prétexte pour que d'autres Camerounais se rendent compte que, malgré les blessures qu'on peut avoir, il y a un travail important à faire. C'est un militaire, un officier supérieur. Vous savez, les hommes qui choisissent les armes, ils ont un ressort que tout le monde n'a pas. C'est des hommes de sacrifice. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Absolument. Vous sortez, vous dites au revoir à votre famille, vos enfants, votre épouse ou votre époux. Vous n'êtes pas sûr de rentrer. C'est des hommes de sacrifice. Ceci mérite qu'on s'y arrête parce que c'est important d'avoir dans un pays des gens qui se disent qu'à tout moment, je peux ne plus être là. Et je pense que tout ce travail permet de voir que son itinéraire psychologique, intellectuel, émotionnel, montre un officier qui veut avancer au-delà des difficultés et qui veut faire avancer et qui rêve probablement de ramener toutes ses troupes à la maison. Il plante, il négocie les ventes, il n'arrête pas de négocier pour que ça marche. Voilà pourquoi on ne peut pas fermer un travail comme celui-ci. Je suis persuadé que d'autres compatriotes qui ont d'autres compétences pourront prolonger ce genre de réflexion, ce genre d'études pour d'autres personnalités pour que ça fasse bouquet à un moment donné. Alors l'ouvrage est arrivé au Cameroun. Pour ceux qui s'y intéresseraient, comment est-ce qu'on peut l'avoir, professeur? Vous n'avez jamais vu un papayer consommer des papayes? Du tout. L'éditeur
saura certainement quoi faire. Absolument. Et il est possible que les professionnels de ce genre d'exercice nous disent bientôt, nous permettent de répercuter les destinations, les endroits où ce livre pourrait être trouvé. Alors, en un mot, à titre personnel, en tant qu'auteur, et aussi, j'ai bien vu tout au long de l'émission ce côté anthropologue qui revenait, vous avez toujours voulu puiser dans la généalogie, non seulement du personnage principal, mais aussi même de la justice camerounaise. S'il faut retenir une ou deux choses à travers ces recherches, que diriez-vous à l'opinion qui vous regarde? Je dirais très humblement que si ce livre présente la photo de M. Édouard Etonde Ekoto, ce livre ne s'arrête pas à M. Édouard Etonde Ekoto. Absolument. M. Édouard Etonde Ekoto est une personnalité, comme il y en a d'autres, qui ont des choses à enseigner aux Camerounais. Absolument. Il a vécu des épreuves difficiles, mais avant de vivre ces épreuves-là, il a réalisé des choses. Mais ce n'est pas des réalisations matérielles qui nous ont intéressés, mais c'est l'esprit dans lequel il s'est engagé à réaliser ci et ça. Et c'est cette capacité de projection qui importe pour notre pays, pour notre jeunesse, pour les compatriotes qui nous font l'honneur de nous écouter. Parce que, au-delà de nous, il faut qu'il y ait quelque chose. L'individu que nous sommes, quoi de plus accessoire? Mais si nous arrivons à représenter un projet, cela signifie que nous laissons un message, un testament d'espoir pour ceux qui viennent et pour notre pays. Parce que c'est cet optimisme qui me semble avoir été l'un des ressorts de sa résilience. L'homme de foi qu'il est, il est pieux dans la famille, on est pieux, on prie. C'est des éléments importants pour sortir de ce genre d'épreuves. Et je voudrais en profiter pour redire merci à cette famille. Voyez-vous, un jour, il était là où il en était sorti pour consulter son médecin. On lui a permis de faire un tour à la maison. Et au moment de partir, j'étais là. J'étais venu de Yaoundé, j'étais là. Au moment où il s'en va, l'entouré de sa famille, il entre dans sa chambre. Il revient avec un habit. C'était une chemise de lin vert brodée. Il m'a remis cette chemise. Par réflexe, j'ai failli décliner. Mais grâce à Dieu, quelque chose s'est déclenché dans mon esprit. Je me suis dit, mais il n'est pas dans sa maison en ce moment. Il va quitter sa maison pour aller là où on l'a mis. Et devant sa famille, il me donne cet habit. Je ne suis pas nu, mais il me donne cet habit. J'ai eu comme une sorte de picotement dans les yeux. Mais devant les dames, j'ai fait le garçon. Absolument. Le message, je ne sais pas ce que vous comprendriez en pareille circonstance. Ben, je suis tout tué. Mais c'est dire que tout officier supérieur qu'il est, tout soldat militaire qu'il est, voilà un cœur. Et nos hommes d'armes ont cette dimension humaine. Ce n'est pas des massacreurs. Et quand je peux percevoir ce genre de geste, en fait, j'ai cru comprendre qu'il disait à sa famille, ce monsieur n'est pas seulement dans la maison, mais il est de la maison. Et c'était pour moi une lourde responsabilité, parce qu'en faisant ce travail, je me méfiais de ce qu'il me disait, comme je vous ai dit. Je les écoutais, mais il fallait analyser, c'est l'esprit d'analyse qui devait prévaloir. Aucun sentiment. Et c'est ce travail qui est présenté aujourd'hui aux Camerounais, pour qu'ils sachent qu'au-delà des individus que nous sommes, nous devons tout faire pour représenter un projet pour d'autres. L'avenir du Cameroun peut dépendre de cette pugnacité. Et autour de lui, son épouse, ses filles, des Amazones, elles ont été là d'une pugnacité discrète. Ça compte d'avoir confiance en son pays,
d'avoir confiance en sa justice. Ça permet d'être résilient et ça permet de diffuser des messages d'espoir. Et voilà, en fait, ce que je pourrais dire brièvement. Ce texte est une défense et illustration de la justice au Cameroun pour que la gouvernance judiciaire ne se laisse pas victimiser par des violences de toutes sortes, mais qu'elle maintienne le cap. Parce que c'est par là qu'on peut sortir des situations inénarrables qu'on vit parfois. Gouvernance judiciaire au Cameroun, pouvoir d'injustice et délit d'inéquité, essai d'idéographie d'un justiciable, c'est le dernier livre, ou le tout récent, je ne vais pas dire le dernier, le tout récent livre du professeur Charlie Gabriel Mbok, avec comme personnage principal la justice camerounaise, je peux dire. Absolument. Accompagné ou alors illustré à travers l'histoire d'un officier, un homme d'affaires, un homme politique, qui a connu cette affaire dite épervier et qui s'en est sorti parce que la justice l'a reconnu non coupable. Sincèrement, merci, professeur. Je vous remercie. Merci à vous à la maison également d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Bonsoir et à dimanche.